les représentants des usagers, qui ont été mis en place par la loi Kouchner en 2002, sont les représentants de l'ensemble des usagers. Bien qu'ils soient, bien entendu, bénévoles, issus d'associations agréées, ils ne représentent en rien leur association. Ils représentent l'ensemble des usagers. Et ça, dans tous les établissements, publics et privés, du système français. Dans le système public, ils interviennent dans la gouvernance, mais également, bien sûr, dans les commissions des usagers, qui ont pour mission principale de s'intéresser à la qualité de l'accueil et de la prise en charge de tous les patients admis dans le système de santé français. Ces représentants des usagers, ils sont obligatoirement indiqués par tous les établissements publics et privés, et tout usager peut s'adresser à eux, notamment lorsqu'il y a des réclamations et des plaintes, où ils peuvent les accompagner, y compris dans les médiations, s'ils le souhaitent. Le choix de la personne de confiance est libre. Ce ne peut être qu'une personne majeure, non protégée. Sa mission s'exerce à titre gratuit. La personne de confiance peut être la même personne que la personne à prévenir, ou cela peut être deux personnes différentes. Mais alors, quelle est la différence entre la personne à prévenir et la personne de confiance? La personne à prévenir a un rôle unique, c'est-à-dire d'être avertie par les soignants en cas d'urgence ou à la survenue d'un événement inattendu. Pour la personne de confiance, deux situations possibles. Lorsque l'usager est en état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance peut accompagner le patient dans une démarche d'ordre médical. Elle peut assister aux entretiens médicaux et aux examens si le patient le lui demande. Lorsque l'usager est hors d'exprimer sa volonté, la personne de confiance est la première personne à être informée de l'état de santé du malade et la première consultée sur les soins à prodiguer. D'où l'importance pour le patient d'échanger avec la personne de confiance qu'il a désignée sur les décisions qu'il souhaiterait prendre dans une telle situation. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, ce sont les directives anticipées. Assez peu connues, mais datent quand même de la loi Leonetti en 2005 et modifiée en 2016. Les directives anticipées sont des instructions écrites qui permettent à toute personne d'exprimer sa volonté relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de poursuite, d'arrêt ou de refus de traitement ou d'actes médicaux. Elles peuvent être faites sur papier libre ou sur imprimé, formalisé par la loi, mais elles doivent comporter un certain nombre d'éléments, à savoir le nom, le prénom, les volontés qui doivent être indiquées, et il doit être daté et signé par la personne. Je veux bien vous parler du service douleur qui existe sur Vienne. C'est un service composé d'un médecin formé à la douleur, de psychomotriciens, psychologues, sophrologues, ostéopathes. Et tout est mis en place pour arriver à diminuer les douleurs des personnes qui en ont besoin. Ces personnes sont envoyées toujours par un médecin. Et voilà, au sein de l'hôpital de Beaurepaire, je sais qu'il existe une commission douleur avec une personne davantage, comment dire, référente. Alors là, je vais vous parler de l'accès au dossier médical. Donc, depuis 2002, toute personne a le droit de demander
accès et prendre connaissance de son dossier médical. Donc à cette fin, il doit s'adresser à l'établissement qui va vous indiquer la procédure pour pouvoir justement avoir accès à ces informations. Le droit à l'information, de quoi s'agit-il? Alors, l'information est un élément essentiel dans la relation de confiance entre le professionnel de santé et le patient. Donc, cette information permet notamment au patient de refuser ou d'accepter des actes ou des soins qui lui sont proposés. Que faut-il savoir au sujet de l'information? Elle porte sur l'état de santé de la personne, son évolution, sa description, son déroulement, l'organisation des investigations et des soins, le suivi et ses modalités en fonction des actes envisagés, l'existence ou non des alternatives, des conseils à la personne, des précautions qui lui sont également recommandées. Si ces informations ne sont pas assez claires, le patient peut demander un complément d'information. Il peut également avoir un second avis. L'information doit être de qualité. Pour cela, elle doit comporter des risques fréquents, des risques graves, également sur des précautions particulières à prendre pour les éviter, c'est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Sous quelle forme l'information est-elle transmise? Alors, dans un premier temps, l'information est toujours orale. Elle peut être aussi complétée par des documents écrits. Toutes les informations nécessaires pour la prise en charge sont recueillies tout d'abord dans un dossier médical sous la responsabilité du corps médical, dans un dossier de soins utilisé par l'ensemble des paramédicaux sous la responsabilité du cadre de santé. Si nécessaire, le patient peut avoir accès à ces dossiers en faisant une demande auprès de la direction d'établissement.